Par une froide soirée d'automne, Marie se rend à la résidence des sœurs Fox. Ces deux femmes, Kate et Margaret, sont réputées pour leur capacité à communiquer avec les morts. Plusieurs voisins ont vanté leurs exploits et, en échange d'un paiement tout à fait raisonnable, elles ont accepté de recevoir Marie afin qu'elle puisse tenter de renouer contact avec un être cher disparu. Marie prend place autour d'une table ronde tandis que les deux sœurs s'affairent à préparer la cérémonie de spiritisme. Des chandelles sont allumées, plongeant la pièce dans une lueur vacillante. Le rituel commence. L'une des sœurs pose les mains sur la table et appelle les esprits. « Esprit, es-tu là? » Soudain, la table se met à trembler, puis à bouger littéralement. Des bruits étranges résonnent dans la pièce, comme des coups venus d'ailleurs. Le cœur de Marie s'emballe. Elle en est convaincue, c'est son défunt mari qui tente de lui transmettre un message. Mais était-ce vraiment lui? Bienvenue à cette pleine lune de septembre. Oh, c'est le début de la saison mystique. Comment ça va, Sabrina? Ça va tellement bien, là. C'est vraiment un moment que j'attendais, je pense, de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que j'adore débunker les affaires mystérieuses. Je suis autant sorcière que je peux me proclamer parce que j'aime ça croire à des affaires, puis j'aime ça m'y plaire. J'aime ça aussi débunker puis trouver l'origine de certains mystères, Simon. Alors, si vous nous écoutez à la maison, vous vous demandez, mais c'est quoi, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, je vous annonce que nous parlons de spiritisme. Something sitting on your bed. I saw something touching your head. Spiritisme et spiritualisme, en fait, les deux, ce n'est pas la même chose, mais ils se recoupent car l'un est à l'emploi de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut dire par spiritisme, spiritualisme? On veut dire vraiment tout ce qui a rapport avec communiquer avec les morts. Tout ce qui est toute forme de magie, peut-être même de science, parce qu'on est allé là à une certaine époque, pour essayer d'entrer en contact avec l'au-delà. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, Sab, le spiritisme, le spiritualisme? Qu'est-ce que c'est pour toi? Il faut que je te fasse un topo. Moi, ça a été, dans ma jeunesse, l'interdiction de toucher une planche de Ouija sous aucun prétexte. Wow! OK, c'est très, très proche et très, très expéditif. On m'a toujours dit, ouais, on va en parler du Ouija. On m'a toujours dit, tu touches pas à ce jeu-là, tu sais pas si tu vas penser que tu parles à ta grand-mère décédée, mais c'est sûrement un mauvais esprit. Donc, ça a toujours été un no-go. J'ai jamais joué à Ouija. On m'a toujours interdit de le faire, puis on m'a toujours fait des peurs avec ça. Fait que moi, ça a été ça le début. Puis par la suite, je me suis mis à chercher puis à lire énormément sur tout ce qui était mystérieux parce que j'étais intéressée, mais surtout à essayer de dissocier qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux, de qu'est-ce qui est scientifique, de qu'est-ce qui est juste imaginaire. Puis je me suis vraiment plu là-dedans. Et je me suis vraiment intéressée aux illusionnistes et aux magiciens. Puis j'ai même déjà auditionné pour être assistante de magicien. Wow! Fait que je connais des trucs de, tu sais, quelqu'un rentre dans une boîte pour mettre plein d'épées, là. J'ai fait ça, moi. Fait que, fait que c'est ça, ça m'a amené dans toutes sortes de directions, mais ça m'a aussi amené à m'intéresser à tout ce qui est sens du spectacle, autant que ce que la peur peut infliger à l'imaginaire du cerveau. Voilà. Wow, j'ai comme l'impression que, sans le savoir, on est tombé sur ton origin story avec ce sujet-là. On est comme... Tout est là. J'ai pas été officiellement assistante de magicienne, là. J'ai juste appris comment le faire, puis j'ai auditionné, puis j'aurais pu travailler là-dedans. Finalement, ça n'a pas donné. Mais c'est un fun fact. Vous pouvez m'imaginer dans une petite boîte en train de me faire mettre plein de sabres dedans et sortir vivante. J'ai déjà fait ça. Wow, écoute, je peux pas dire que je sois allé aussi loin que toi. Premièrement, parce que ma vie n'a pas commencé avec une interdiction de toucher à Ouija.
Mais bizarrement, j'ai jamais touché à Ouija. Seulement par ma propre initiative. Personne ne m'a jamais barré de le faire. Moi, je pense que je suis entré dans le spiritisme par l'autre porte. Je suis entré par la fin. J'ai découvert ça via le New Age. Ah. Tu sais, il y avait des boutiques, je ne sais pas si tu te rappelles, je pense qu'elle existe encore, la Feuille Enchantée sur la rue Saint-Jean à Québec, espèce de boutique où on vend des cristaux, des jeux de tarot, puis Oui, mais je pense qu'elle est fermée, en à fait. Mais fermer. je connais ce genre de. C'est très drôle parce que je suis quand même quelqu'un de terre à terre, mais j'aime bien ça garder des roches dans mes poches. On peut faire les deux dans la vie. Mais c'est le genre de boutique qui m'a interpellé beaucoup quand j'étais jeune. Mais moi, ça m'interpellait assez pour que je la regarde avec une certaine crainte. Moi, j'avais un peu peur de ces affaires-là, mais pas parce que quelqu'un m'avait dit que c'était épeurant, mais parce que je pense qu'à quelque part, je croyais un peu que ça se pouvait. Tu sais, j'en connaissais pas, j'en savais pas assez pour pouvoir me dire, ouais, ça marche-tu pas, qu'est-ce qu'on débloque. Puis, tu sais, je parle pas nécessairement d'esprit, mais peut-être débloquer quelque chose d'enfoui dans nos psychés collectives. Que sais-je? Mais maintenant que je suis allé voir, j'en ai appris beaucoup sur le sujet. Je trouve ça d'autant plus passionnant que, comme tu as dit, c'est un sujet qui surfe. C'est vraiment la fine ligne de séparation entre le mystique et le banal, entre le haussement spirituel et le pratico-pratique magie de parloir, tour de cartes, etc. Tour de Tour de passe-passe. Ouais, passe-passe. Tout est là. Tout est ouais. inclus dans ça. Tu sais, dans le diagramme de Venn, là, les deux ronds, ils se connectent sur ça. Et je pense que ça, c'est notre point d'entrée pour parler d'Azor. Les origines. Les origines. Alors, euh, Sab, je sais que tu as beaucoup. J'ai également beaucoup au sujet du spiritisme parce que c'est une tradition qui a une très, très longue histoire dans l'humanité. Et quand on va arriver dans les périodes plus modernes, là, je vais te passer le flambeau et tu vas pouvoir nous Parfait. parler de cas plus spécifiques, spécialement des médiums qui sont passés à l'histoire. Et Parce qu'à la maison, pour ceux qui nous écoutent, des fois, c'est dur de choisir parmi les millions de sous-sujets qui existent d'un même sujet. On a eh toujours oui, de l'ambition de couvrir un sujet par cœur au complet, mais je pense que ça prendrait des épisodes de genre 6 heures pour faire ça. ben, c'est ça. Puis, comme on s'est donné le mandat d'être comme autour d'une heure maximum, ben, il faut couper quelque part. Alors, je vais entamer tout ça en remontant le plus loin que je peux vers Babylone. Alors, pourquoi aussi loin? Ben, il faut Ouais. savoir que le spiritisme, le spiritualisme, ça n'avait pas toujours, ça ne s'est pas toujours appelé comme ça, mais toutes les traditions dans le monde, ou presque toutes, ont une forme de communication avec les morts. Euh, Communication avec les esprits, communication des fois avec les esprits naturels qui sont ambiants, comme le Shinto au Japon. Quelquefois, c'est avec les ancêtres, on va aller leur parler à leur sépulture, etc. Et s'il n'y a pas de tradition comme ça d'interagir avec les morts, c'est généralement parce qu'il y a une tradition de ne pas le faire. C'est interdit de le faire. Alors, il n'y a pas personne tout le monde s'en préoccupe parce qu'il semblerait que l'être humain soit très porté à ça, à qu'est-ce qu'il y a après la mort et comment les humains, les vivants peuvent interagir avec les morts. Donc, je remonte jusqu'à Babylone parce que c'est à peu près le plus loin qu'on peut aller et avoir des traces écrites. Euh, on considère que l'âme, c'est une espèce de vapeur, c'est une espèce de souffle qui peut voyager entre les mondes et qui pouvait, parce qu'elle pouvait voyager entre les mondes, elle pouvait voir qu'est-ce qu'il y avait, dans le fond, à l'envers du décor du monde, elle pouvait aller consulter l'espèce d'atelier de préparation du monde et revenir dire aux vivants qu'est-ce qui était prévu pour eux dans l'avenir, qu'est-ce qui s'en venait. Une chose que j'ai découvert avec mes recherches, c'est que souvent, les raisons pourquoi les gens veulent communiquer avec les morts, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour avoir une petite idée de l'avenir. Je ne sais pas pourquoi, mais on veut interroger
nos parents, nos grands-parents pour dire, hey, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que tu vois, toi, maintenant qui est passé de l'autre côté? Qu'est-ce que tu vois qui m'attend? C'est aussi une façon de se rassurer quand tu as perdu des proches. La montée du Mhm. spiritisme, on va le voir, là, il y a une grande montée à la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait beaucoup de décès. Donc, c'est une façon de réconforter un peu les gens qui étaient en deuil, de savoir que leurs proches sont corrects, tu sais, où ce qu'ils sont. Plus plus proche de maintenant, oui, effectivement, les périodes se rapprochent, les périodes où le spiritisme et la communication avec l'au-delà est très populaire, c'est Mm. souvent des périodes où il y a de grandes calamités, des guerres, des pestes, tout. Quand il y a des périodes où il y a plusieurs morts, souvent des morts tragiques, on va voir une recrudescence de ces phénomènes-là, de la communication avec les morts, euh, même si c'est interdit. Hein. Je vais arriver là, dans quelques minutes, quand on va arriver au Moyen Âge. Mais il faut savoir que Babylone, l'Égypte, on considère que l'âme et le corps, c'est une chose. Ben, en fait, que l'âme a un corps et que c'est pour ça qu'on laissait des victuailles avec les défunts, c'est pour leur permettre de vivre encore une fois à trépas. Euh, En Grèce antique, c'est codifié, c'est dans la religion, il y a des prêtres, il y a des temples. Il y a une fête annuelle où on peut communiquer avec les morts qui s'appelle les anastéries. Mm. Euh, à la fin de l'hiver, où on essaie d'avoir une petite communication avec les gens qui n'ont peut-être pas passé l'hiver. Euh, un peu partout dans le monde, les chamans, les druides, les devins euh, vont prétendre pouvoir communiquer avec les défunts justement pour guider les pas des vivants, pour avoir des espèces de messages qui proviennent de l'au-delà. Puis après, chez les Romains, là, on n'est pas très chaud à l'idée des devins ou des sorciers. Ils sont ouvertement réprimés par la loi. On estime qu'il y a beaucoup trop de charlatanisme. C'est trop facile de faire croire des choses à la population puis les obliger à, entre autres choses, payer, comme quoi les choses ne changent guère à travers l'histoire. Cependant, même si c'est réprimé par l'Empire romain, il y a quand même des Romains notoires qui vont se laisser prendre au jeu. Entre autres, les empereurs Tibère et Néron, qui vont se laisser porter par les expériences de la nécromancie. Alors, si vous La pensez... nécromancie. Oui, alors si vous pensez que c'est Donjons et Dragons qui ont inventé ce terme-là, pas du tout. C'est un terme qui existe depuis la Rome antique et ça veut simplement dire communiquer, interagir avec les morts. La magie des morts, dans le fond. Euh, donc, la nécromancie nous provient de l'Empire romain où là, c'était proscrit, mais un peu pratiqué par la bande. Euh, Bien sûr, dans les peuples natifs autochtones un peu partout dans le monde, incluant en Amérique, où il y a de l'animisme, on peut considérer que les tâches du chaman sont à la fois de communiquer avec les morts, mais aussi avec les esprits des vivants et aussi avec les esprits tout simplement de la nature, les choses qui ne sont pas nécessairement incarnées dans un corps, mais qui existent de façon ambiante. Et donc, ça fait partie des tâches. Maintenant, quand on arrive dans les grands monothéismes, pour le judaïsme, c'est absolument proscrit. C'est Moïse qui le dit, vous ne pouvez pas invoquer les morts, c'est appeler des démons, c'est s'attirer le mauvais sort, et c'est surtout, ça va à l'encontre du pouvoir de Dieu, et ça, c'est no, no, no. Euh, mais encore une fois, même si c'est complètement interdit par le dogme, il y a quelques figures notoires de la religion hébraïque qui vont le faire. Entre autres, dans le livre de Samuel, Saoul va consulter une nécromancienne avant une bataille pour savoir j'ai-tu des chances, il va-tu se passer quelque chose. Je trouve ça un peu drôle parce que la nécromancienne, c'est supposément la nécromancienne d'Endor. Et là, j'imagine juste un Ewok en train de faire de la nécromancie. C'est le nom de la J'adore. place. Oui. Dans l'islam, il y a beaucoup de textes qui vont être
écrit à propos de communiquer avec les morts. Entre autres, Riaz Ahmed Gohar Shahi a tout un paquet de textes qui a été écrit pour qu'est-ce qui se passe si les morts se pointent et que vous devez leur parler. Et encore une fois, dans les grands monothéismes, ça a tendance à être proscrit. Tu ne peux pas appeler les morts, mais tu peux leur parler s'ils se pointent. OK, OK. Ça arrive. Des fois, les morts arrivent pour parler aux vivants, puis il faut que tu sois prêt à les accueillir. Ça fait partie des piliers de l'islam. Euh, dans le christianisme, c'est interdit depuis l'empereur Constantin. On peut pas invoquer les morts, mais comme je viens juste de dire, s'ils décident qu'ils se pointent, vous n'avez rien appelé, c'est juste les morts qui viennent vous livrer un message. Mais selon l'Église, par contre, c'est complètement interdit parce que de les invoquer parce que puisque l'homme a le libre arbitre selon la Bible, toute tentative d'essayer de connaître l'avenir, c'est forcément inviter le mensonge parce qu'on ne peut pas connaître l'avenir. L'homme a le libre arbitre, personne ne détermine sa destinée, hormis Dieu lui-même. Euh, et ça va faire que on va mettre la nécromancie à l'index, on n'a pas le droit d'y toucher, mais bien sûr, on va y toucher. Ben oui, Parce c'est que l'interdit. Mais oui, puis pas juste les sorciers dans un coin, les hérétiques, mais les nobles, plusieurs ecclésiarques, mais certains papes auraient mis la main sur des textes traduits du latin en arabe, revenus en Europe, et là, ce serait devenu un engouement majeur, spécialement au Moyen Âge, spécialement autour de la peste noire. Parce que, comme on a dit, c'est une pratique, appelée les morts, qui est de plus en plus populaire, Mhm. alors que la quantité de morts autour de nous augmente. On arrive presque à ton moment, ma chère, parce que là, on arrive à la naissance du spiritualisme en tant que tel. Alors, on est déjà au 17e-18e siècle avec Emmanuel Swedenborg. Et qui est cet homme avec un nom aussi étoffé que Swedenborg? Eh bien, vous l'aurez deviné, comme son nom l'indique, c'est un Suédois Hmm. qui est né en 1688 et qui est considéré comme le père du spiritualisme. Pourquoi? Parce que c'était un scientifique. Donc, ce n'était pas c'était pas un mystique à proprement dit, c'était pas un prêtre, mais c'était quand même un théologien, un mathématicien, un physicien, un naturaliste. C'était un scientifique. Et à 56 ans, il écrit qu'il a passé 27 années à côtoyer le monde des esprits et qu'il va pondre une dizaine de livres sur le sujet. Donc, c'est la plus importante œuvre consacrée à la communication avec l'au-delà qui a été faite jusque-là. Et c'est pour ça qu'on considère que le mouvement du spiritualisme part de lui. Pas très loin, Franz Anton Mesmer. Alors, si vous connaissez le mentaliste québécois du même Est-ce- nom, C'est-tu pour ça que c'est appelé de même? c'est exactement pour ça. Parce que Ah! Franz Anton Mesmer, je pensais que mesmérisme, c'était la raison pour laquelle Mesmer s'appelait de même, mais non, mesmérisme, ça vient de Mesmer, ça vient de Franz Anton Mesmer, qui Wow. lui propose une vision de l'univers comme quoi toute chose est connectée par un espèce de fluide, une espèce d'énergie qu'on pourrait vraiment appeler juste la force dans Star Wars, euh, et qui considère que les maladies, en général, c'est simplement un désaccord. Les entités deviennent désaccordées et il faut les raccorder. À cette époque-là, on n'a pas encore la théorie des virus et des micro-organismes pour expliquer les maladies. On n'est pas encore là. Mais lui, il va prendre pour preuve de sa théorie l'idée qu'il existe un magnétisme animal. Et qu'est-ce que c'est ça, le magnétisme animal? C'est pas juste quand vous êtes extrêmement sexé. Euh, c'est que lui et ses disciples vont mettre sur pied l'idée du somnambulisme magnétique. Qu'est-ce que c'est ça, le somnambulisme magnétique? C'est lorsque votre corps bouge sans l'aval de votre esprit, donc ça, et qui peut être provoqué. Alors, sans le savoir, en le sachant, mais ne sachant pas exactement de quoi il s'agissait, Mesmer venait de découvrir
l'hypnose. Oh, Et donc, et c'est pour ça qu'on parle de mesmérisme quand on parle d'hypnose. Euh, donc, l'hypnose faisait partie des percées scientifiques, c'est une vraie percée, euh, qui ont donné naissance à cette idée que l'esprit et le corps sont deux entités séparées et qu'il y avait une espèce de prépondérance de l'esprit sur le corps. Et ça, bien sûr, ça nous amène au 19e, à l'âge victorien, à la grande époque de tous les mysticismes, toutes les espèces de connexions entre la science et le savoir traditionnellement réservé aux mystiques, l'âge d'or des médiums, où là, on va découvrir tous les procédés qui sont utilisés par les médiums qu'on voit aujourd'hui, les boules de cristal, les tables tournantes, les tables de eh oui. Ouija. Alors, on va parler, j'ai quelques petites choses à dire à propos de ce siècle-là, mais je pense que je vais te céder le flambeau parce que ça vaut la peine de connaître certaines des figures marquantes de cet âge d'or des médiums. Oui, tout à fait. Et on ne peut parler de spiritisme sans parler de celles qui l'ont un peu popularisé, je dirais. Donc, les sœurs Fox, Margaret et Kate Fox. Donc, Hmm. on parle des années 1830, 37, parce que ces femmes-là, en fait, n'avaient que 11 et 14 ans quand elles ont commencé à parler parler aux esprits, pour reprendre leurs mots à l'époque. OK. Donc, ça s'est passé à Edesville, dans l'État de New York. Il y a la famille Fox qui vivait dans une vie modeste avec leur père qui était un pasteur, fun fact. Donc, Ah. dans la nuit du 31 mars 1848, Kate et Maggie, donc Margaret, mais on a préféré se faire appeler Maggie apparemment selon mes sources, c'est 14 et 11 ans, ont été réveillés par des bruits dans la maison sans origine apparente. Puis, elles ont commencé à dire qu'elles avaient établi un contact avec un mort, un fantôme qui s'appellerait Monsieur Splitfoot. Donc, ce OK. serait apparemment un vendeur qui serait décédé, qui aurait été assassiné dans la maison 5 ans auparavant. Puis, ces femmes-là s'en sont rendues compte en lui posant des questions. Et l'esprit répondait avec des toc-toc, donc des petits sons, soit un coup pour oui, deux coups pour non, puis voilà. Et après cet événement-là, ben, ils ont commencé à, ben, pas s'intéresser, mais plutôt populariser le spiritisme en organisant elles-mêmes des séances de spiritisme. Oui, c'est Et ça. ça a C'était le showmanship, dans le fond. c'était le showmanship, mais on parle de deux femmes qui ont découvert ça à l'adolescence, qui avaient le don de parler aux morts, là, tu sais. Mhm. Vraiment quelque chose d'assez impressionnant, qui a été finalement confessé comme un canular. Donc, en 1888, Margaret, qui avait 52 ans, a confessé que les coups qu'ils entendent pendant les séances de spiritisme, parce que là, on s'entend, ils réunissaient des gens autour d'une table, ils les faisaient focusser sur la table, et ben, les réponses des esprits appelés se produisaient par des coups divers, des bruits divers, et là, moi, j'en revenais pas quand j'ai su c'était quoi leur stratagème, parce que là, ils ont confessé que c'était eux qui faisaient les coups, mais la manière qu'ils s'y prenaient, OK, c'est par des craquements d'os de leur propre corps. Quoi? Ouais. Donc, il faisait que... C'est quasiment Ouais, aussi freakant. j'ai vraiment... C'est vraiment creepy, là. Genre, ça... C'était avec leurs propres articulations. Donc, là, j'ai checké, là, j'ai essayé de chercher pour savoir comment ils faisaient. Puis dans le fond, il y aurait eu l'utilisation des articulations des pieds, fait qu'ils se craquaient leurs gros orteils en les pliant ou en faisant craquer contre le plancher. C'est, bon, technique de ballerine peut-être ici, je ne sais pas. Fait que ça fait un son sec puis assez fort qui ressemblerait à frapper vraiment. Euh, sur les meubles. Puis elles avaient cette capacité physique-là de faire ça rapidement, en rythme, puis de faire des coups répétitifs même. Donc ça et les genoux et les doigts. Donc c'était les trois parties du corps, là. Donc les orteils, ils craquaient. Donc les orteils, les doigts, puis les genoux, dans le fond, ils dépliaient et pliaient leurs jambes de façon contrôlée, puis ça créait des craquements aussi. Et ils ont prouvé ça en cours, devant public. Ils ont fait la démonstration de ça. Ah, c'est tellement Donc, cool.
Ben, en cours, Oui, ils ont fait des démonstrations publiques, c'est mais ça, je oui, veux dire, ils n'ont oui. pas juste dit que c'était un canular, ils ont démontré que Ils c'était un ont canular. démontré que c'était Mm. un canular. Et bien sûr, ce n'est pas que ça, parce que là, c'est sûr que si je craque mes os devant toi à la grande lumière du jour, c'est plus facile de démentir que c'est des Mhm. esprits. Donc, il y avait une mise en scène. Donc, c'était des séances qui se déroulaient vraiment dans une pièce sombre, avec éclairée à la chandelle. On pouvait pas voir tout à fait ce qui se passait. Et les participants, bien sûr, avaient la focalisation sur la table, donc pas sur les pieds ou les articulations des femmes qui dirigeaient la séance. Donc probablement une des femmes qui restait à la table avec elle avec les participants pour s'assurer qu'ils restent focusés, et l'autre qui se promène dans l'espace peut-être et qui créait des coups. Donc voilà tout un stratagème. C'est Puis pendant la démonstration de Margaret Fox, quand elle l'a avoué en 1888, elle a enlevé ses chaussures, puis elle a montré comment elle était capable de faire ces bruits-là. Puis il y a un médecin qui a confirmé que ça venait bel et bien de ses articulations. Donc, c'était pas fait que une force. tout le monde pensait être en communication avec l'au-delà, mais il était juste en communication avec l'arthrite. C'est ça. Oui. C'est fou, pareil. Donc, ben, les sur Fox, on s'entend, qui ont quand même aidé à la montée du spiritisme. C'est un cas de figure exemplaire parce que, premièrement, ça a pris comme 50 ans avant qu'elle confesse le canular, mais aussi, il y a eu plusieurs va-et-vient des sœurs Fox envers est-ce que c'est un canular, est-ce que c'en est pas un? Et aussi, je pense que ce qui a rendu ça particulièrement saisissant pour l'imaginaire populaire, c'est l'idée qu'il y a des bruits ou des choses tangibles que le commun des mortels, dont le commun des mortels pouvait faire l'expérience. Oui. Alors, pour aller plus loin, euh, il y a un livre qui a été écrit en 1857 par un certain Alain Kardec, en fait, Hippolyte Léon Denisard Rivel, qui crée ou qui codifie la doctrine du spiritisme. Ça s'appelle le Livre des Esprits. Et c'est cet auteur-là, Alain Kardec, c'est pas son vrai nom, c'est son nom de plume, mais selon lui, c'est son nom qu'il avait dans une autre vie alors qu'il était druide. Et c'est lui qui a mis par écrit toutes les techniques pour contacter l'au-delà, mis de l'avant par non seulement les médiums, mais aussi par plusieurs traditions à travers le monde. Donc, les médiums, mais aussi les chamans, les autres mystiques qui font ça. Il faut dire, il le fait d'une méthode très scientifique, mais il n'y avait pas des visées de démystification. Il ne voulait pas débunk. Il voulait vraiment faire l'étude de ces choses-là. Et il en a fait un espèce de compendium qui est le livre des esprits et qui vraiment est à la fois extrêmement ingénieux pour comment il s'y est pris, mais un peu naïf parce que il s'est vraiment laissé prendre au jeu. T'sais. Quand lui, avoir été avec les sœurs Fox et constaté que la table essayait de communiquer avec lui, il serait vraiment mais comment c'est possible que la table essaye de communiquer avec moi? Jamais il a pensé que c'était quelqu'un dans la salle qui faisait du bruit OK. avec ses os. Ah oui. C'est à la fois attendrissant et intéressant. Euh, Puis il y a oui, Arthur Conan Doyle aussi, bien le sûr. fameux Arthur Conan Doyle qui est partout. C'est quel conspirationniste de son époque, on va se le dire, qui aurait affirmé avoir communiqué avec son fils décédé en 1919 dans une séance de spiritisme. Puis apparemment que son fils lui aurait dit Yes, I'm so happy. Donc C'est témoignage, ma foi, ben, c'est ça. c'est assez écœurant parce Ouais. que dans cette période-là, et environ en même temps, il y a une montée, une flambée des traditions spirites, donc des pratiques de communiquer avec les morts. Et comme tu as dit, la mise en scène devient de plus en plus élaborée. On se met, comme on a dit dans notre épisode sur les monstres de la photo, on se met à apercevoir des espèces de silhouettes fantomatiques en photo. On se met à produire de l'ectoplasme. On invoque des personnages à travers de jeux de Ouija, qui a d'ailleurs une histoire toute particulière, ce jeu. Oui, le Ouija, on ne peut pas passer à côté. Tout le monde en a déjà vu un de ses yeux vus. Et j'ai été étonnée de voir à quel point ça date
en fait, le Ouija. Donc, le Ouija a été créé aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc, on parle d'une commercialisation qui a été faite en 1890 par Mhm. la Kennard Novelty Company, qui a été brevetée par Elijah Bond. Donc, c'est un jeu qui serait un dérivé des pratiques de spiritisme qu'on connaît de l'époque et qui avait comme objectif de faciliter la communication avec les esprits, tout simplement. Donc, le nom Ouija, ce serait une combinaison du mot oui en français et en allemand, ja, Ouija. Ja. Oui, oui. Voilà. Alors, on parle de la période de spiritisme, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la montée de la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Il y a eu une espèce de regain, malgré l'aveu d'une des sœurs Fox, que c'était un charlatanisme, que c'était absolument pas vrai. Et il y a quand même des gens qui ont continué à y croire et ça s'est même solidifié. Ben, moi, c'est ça qui me fascine. Oui, Parce que déjà, l'histoire de Ouija, déjà ce que tu viens de dire, moi, je trouve ça emblématique de tout le mouvement. Parce que c'est un jeu qui est vendu par une compagnie qui est clairement, c'est dit, il y a de l'argent à faire avec ça, mais c'est quand même, absolument. ça se veut authentiquement un outil de communication avec l'au-delà. C'est extrêmement C'est bizarre pour moi. C'est vraiment bizarre. Puis Elijah Bond, Charles Kennard et E.C. Reich, je m'excuse, je sais pas son prénom, ils se sont crédités vraiment l'invention de cette planche-là, puis ils l'ont breveté là, quand même là, pour garder ce secret d'entreprise-là en 1891. Puis c'est William Fuld, un homme d'affaires très riche, qui a décidé d'améliorer le concept, puis qui a décidé de faire une production de masse, puis de lancer le jeu sur le marché. Puis ce jeu-là est encore vendu à ce jour. C'est quand même épatant. Et il y a des Euh, films basés sur le Ouija. Il y a des pratiques entières, des histoires d'horreur au complet qui ont des jeux de Ouija dedans. Absolument. Puis, ben, bon, pour les gens qui vivent peut-être en dessous d'une roche, là, c'est une planche qui contient l'alphabet, des chiffres, puis les mots oui et non. Puis, les gens qui participent à une séance doivent poser leurs doigts sur une planchette en bois qui est en forme de, un peu de goutte, si on veut. Ouais, une espèce Puis, de flèche. et selon comment ça fonctionne, parce qu'il y a des esprits à qui on parle, elles se déplacent d'elles-mêmes pour répondre à des questions qu'on pose en formant des mots. Donc, ça crée un pont entre les esprits et nous. Donc, on parle ici d'un jeu qui a été initialement conçu pour un jeu de salon, dans le divertissement, sans trop de sérieux, bien sûr. On s'entend que les hommes d'affaires qui ont conçu ça n'étaient peut-être pas croyants en spiritisme. Ils se sont juste dit, on va profiter du trend. Donc, Mais mais le Ouija, il était assez croyant qu'il se oui. passait quelque chose, par exemple. Ben Il se là, dit, il se passe assez quelque chose pour qu'on puisse le commercialiser. C'est assez fiable pour oui, ça. on va revenir au débunker dans la section science parce que je vous garde des petits punchs, évidemment. Ouhou. Mais bien sûr, les journaux de l'époque ont commencé à rapporter que son utilisation pouvait prédire des événements puis résoudre des crimes. Ça a juste ajouté au côté mystérieux. D'ailleurs, les médiums là, qui parlent aux morts et tout ça, là, qui disent qu'ils résout des crimes, on s'entend, là, ça a été beaucoup, beaucoup médiatisé plus que prouvé, là, on va se le dire. Euh, Oui. donc, et c'est devenu un jeu très sombre et interdit en 1973, après la sortie du premier film L'Exorciste, parce que évidemment, la planche a vu la perception qu'on avait d'elle changer, devenir de quelque chose un jeu comique où on se fait des peurs, à un symbole effrayant, un pont entre les morts et nous, et bien sûr associé aux démons. Alors, c'est devenu un jeu proscrit après ça. C'est. Alors, OK. On va bientôt basculer en mode science parce que là, tu nous as créé un pont, Eh tu oui, nous as préparé le pont j'ai tellement pour hâte. la science du spiritisme. Il y en a quand même beaucoup et pour une première fois au monstre dans le placard, quelque chose que vous pouvez essayer à la maison. Oui. Euh, mais juste avant de passer à ça, je tiens à dire que euh, le spiritisme, au moment où ça se passait, et avec l'espèce de mise en scène, justement, tous les procédés de spiritisme qui étaient mis de l'avant, qui étaient tangibles, c'est pour ça que ça s'est popularisé, parce que c'était pas juste un mystique qui voit des choses, mais c'était vraiment, euh, vous étiez là à une table et il se passait des phénomènes physiques. Mais ça, cet esthétisme-là, ça a donné naissance à une esthétisme connexe, mais contraire, qui est l'esthétisme des illusionnistes, l'esthétisme des magiciens de scène, qui, eux,
étaient sans doute les plus grands sceptiques et les meilleurs démystificateurs de charlatans, puisque, contrairement à des scientifiques qui essayaient de trouver des raisons scientifiques pourquoi telle chose arrivait, eux étaient seulement basés sur leur art pour pouvoir essayer de trouver une explication purement, bassement pratique. Comment est-ce qu'on fait arriver ces phénomènes-là consciemment? Ouais. Et donc, ça nous amène à parler de Harry Houdini, qui était la superstar de son époque en termes de magie, certainement, le pionnier de la magie, mais qui n'était pas seulement un magicien, qui était également un des plus grands démystificateurs de spirit ou de médium. Et là, je veux juste parler d'elle avant qu'on bascule en mode science. Oui, je la connais pas, mais j'ai hâte. Rose Mackenberg. Alors, Rose Mackenberg, c'était l'infiltratrice de Houdini. C'était une femme célibataire qui a fait ça pendant des années, qui a continué même après que Houdini soit mort, euh, qui a infiltré plus d'un millier de rassemblements de médiums, qui assistait à plus d'un millier de séances et il les a toutes démystifiées. Et c'était une femme d'un bagou incroyable. Elle s'était fait des faux maris défunts, des faux enfants. Elle s'était fait des espèces de petites reliques, des petites breloques qui appartenaient La première cliente mystère de son époque. C'était ça. C'était l'examinatrice de médium. Elle allait là, puis elle posait des questions, puis elle obtenait toujours des réponses, même si ce qu'elle disait était une pure fabrication. C'est elle qui est allée déposer au Congrès américain plusieurs des articles qui visaient à interdire la pratique ou du moins le charlatanisme en lien avec la sorcellerie, et qui a continué ça toute sa vie, même jusqu'à dans la retraite. Elle avait des costumes, elle avait un costumier Wow. de veuve endeuillée, de jeunes mères inquiètes. Elle avait, dit-elle, 56 mouchoirs différents selon qui elle venait contacter, pleurer. Et c'était donc une vraie démystificatrice et elle travaillait avec Houdini et elle travaillait à son propre compte. Rose Mackenberg, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une série télé sur son cas. Peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas trouvé, mais Hey, mais sinon, je comprends pas pourquoi on connaît pas cette femme-là. Ça prouve que derrière chaque grand homme se cache une femme aussi, qui a de la suite dans les idées. Tu ben, pas parles de rien, costumes. pas rien que derrière chaque grand homme, derrière tout était Toutes. caché partout, était tout le temps là. Puis, on la suggérera à notre amie Valérie pour les Team Madame. Je pense que ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine si on n'en a pas Et déjà parlé. tu parles de costumes et Mm. ça me rappelle que pour les médiums, autant que les gens qui font de l'hypnose et des choses comme ça, il y a deux concepts qui s'appellent la lecture à chaud et lecture à froid. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Mm. La lecture à froid, c'est tu vas analyser l'habit de la personne avec qui tu fais une séance, du point de vue du charlatan. Puis tu vas créer des informations, chercher des informations à partir de ce que tu vois. Donc, c'est de la lecture du costume. Donc, évidemment, si une veuve se présente habillée en veuve, tu te dis que je vais ressentir une présence masculine. Tu sais, exemple, tu prends des bons guesses par rapport à ça. Et la lecture à chaud, c'est, et là, beaucoup de magiciens utilisent ça, c'est de savoir d'avance avec une personne complice des informations personnelles sur la personne qui vient en séance. Mhm. Et ça, aujourd'hui, avec les Mhm. médias sociaux, c'est très, très facile. Extrêmement facile, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'est fait, on bascule déjà, on est déjà en mode science. Science. Donc, beaucoup de pratiques mystiques qui peuvent être vues et relues sous l'angle de la science. Et là, Sabrina, tu nous en as préparé une tralée. Une trolley, mais une que vous pouvez essayer à la maison. Parce que, OK. Euh,
En fait, je tiens à dire que moi, je suis une grande sceptique malgré le fait que j'aimerais bien ça, y croire aux esprits et tout ça. Puis bon, je garde mon esprit ouvert parce qu'on peut pas tout prédire, mais je pense que le cerveau humain est extrêmement fort et il est capable d'influencer le corps, même dans notre plus grand subconscient. Et c'est un peu ce qui amène à l'hypnose. Puis je vais parler d'hypnose un petit peu, puis après on va aller vers le crunchy. Oui, Donc, oui. dans l'hypnose, souvent, pourquoi les gens, moi, j'ai fait des recherches sur pourquoi les gens, ils perdent connaissance dans des séances de spiritisme. Pourquoi les gens, quand ils se font hypnotiser, ils perdent, ils tombent, ils deviennent mous. Pourquoi ils font la poule. Pourquoi? Pourquoi? Et en fait, c'est que en acceptant, parce que c'est souvent ça la règle, t'acceptes de te faire hypnotiser. Tu es consentant à te faire hypnotiser. Ça paraît bien beau comme ça, mais en faisant ça, en fait, c'est que tu autoprogrammes un peu ton cerveau à participer activement. Donc, si Mesmer t'a dit de faire la poule, ben c'est comme si ton subconscient te dit ben c'est ça, faut que je fasse. Fait que l'effet de groupe aussi, parce que souvent un public, va faire que tu vas le faire. Donc, le cerveau humain, on est bien bon pour s'auto-programmer avec un effet de groupe. Et si on est dans une séance de spiritisme, les lumières sont tamisées, on te dit qu'on sent une présence, tu peux même imaginer des contacts. Et d'ailleurs, dans les charlatanismes des gens qui faisaient du spiritisme, il y avait beaucoup une diversion qui est comparable aux magiciens. Si je suis assis à la table en train d'être en transe, si on veut, parce qu'on n'a pas parlé non plus des gens en transe, mais Ah quand oui, quelqu'un est en transe, tu fais un show, là, tu réagis fort à la table et tout. Et il y avait des systèmes, ça a été souvent fait, des mains en cire, donc des fausses mains. Donc, que la personne peut remplacer sa vraie main par une fausse main sur la table, en contact avec la table pendant qu'elle est en transe. Et elle dit, je sens une main, j'ai senti une main me toucher. Et ensuite, elle-même, avec sa propre main, elle a touché quelqu'un parce que pendant que ses fausses mains étaient sur la table. pendant que sa fausse main était sur la table. Ah, C'est-tu ah, pas fou? ah, ah. Donc, Diversion. on parle de diversion vraiment semblable à des tours de magicien. Et là, comme j'ai dit, il y a un effet psychologique qui est là. Le fait que les gens sont prédisposés à vivre une séance de spiritisme, c'est clair que ça joue avec le cerveau. Et ils ont reproduit l'expérience dans un laboratoire. Wow. Et dans ce laboratoire-là, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait pareilles parce que l'environnement était beaucoup plus contrôlé. Ouais. Donc, c'est des scientifiques dont Chevreul, donc c'est quoi? C'est William Benjamin Carpenter et Chevreul qui ont amener un groupe, mais là, les mains étaient sur la table complètement à plat, tandis que souvent, c'était juste les bouts des doigts. Les gens étaient dans un environnement bien éclairé, étaient sous surveillance, devant des scientifiques qui y croient pas pantoute, et ils tentaient de reproduire une séance de spiritisme, et ça marchait pas. Il y a rien qui se produisait, rien du tout. Donc, l'ambiance de la séance de spiritisme est très importante pour que nous, on se fasse des peurs. C'est un peu Mhm. ça le truc. Donc les lumières tamisées, on est dans le noir, on voit pas bien. Je sais Donc que, juste 2 secondes à propos des mains sur la table, c'est facile de se dire, ouais, mais c'est des mains en cire, je m'en rendrais compte. Mais il y a quelque chose dans votre cerveau qui identifie les mains, même si c'est pas, même s'ils sont pas vrais, comme vrais. Je pense entre autres à l'expérience où ils ont mis une fausse main sur une table devant quelqu'un, puis la personne savait que c'était une fausse main, puis que c'était pas sa vraie main. Mais quand il la ouais, tapait avec un marteau, la personne réagissait ouais, exactement comme si ça avait été sa vraie main là. Donc, subconsciemment, il y a quelque chose qui enregistrait ça, c'est ma main, même si vous le saviez consciemment que c'est pas vrai. exact. Et là, on parle, pour ce qui est de tout ce qui est séance de spiritisme, on parle d'effets idéomoteurs. Hmm. Ça, c'est en fait un mécanisme naturel que le corps a, qui entraîne des micro-mouvements musculaires involontaires. Hmm. Puis ça, c'est quand nous, on se dit qu'il va se passer quelque chose, ça finit par arriver. Donc, c'est des Ouh. expérimentations qui ont été faites. Comme je dis, en laboratoire, ça marchait pas du tout. Mais en contexte
de spiritisme en contexte dans le fond, on se met dans le mood, hein, on est dans le noir, on pense que des esprits, on se fait dire que des esprits, il y a quelqu'un qui mène une séance, tout le monde est en rond, soit se tiennent les mains, soit ont les mains sur la table. Donc, c'est un effet psychologique, l'effet idéomoteur, c'est un phénomène psychologique qui est un mouvement musculaire inconscient qui va se produire en réponse à une pensée ou une image mentale. Un peu comme l'exemple de la main que tu viens de mentionner. Oui. On a l'impression d'être attaqué alors que c'est absolument pas notre propre main. C'est un processus qui est utilisé dans la radiesthésie, dans l'utilisation de la planche Ouija et dans tout ce qui est spiritisme. Parce que les gens, donc la planche de Ouija, là, il y a plein de gens à la maison qui font ah oui, c'est vrai. Tu sais, ça a déjà été débunké que tu as l'impression que des fois que c'est quelqu'un d'autre qui bouge la planche, mais c'est tout le monde un peu qui a l'impression que la planche va bouger vers quelque chose. Fait que c'est vraiment un effet psychologique très, très puissant qui a été prouvé. Donc, il y a des psychologues aussi comme Joseph Jastrow et Suzanne Blackmore qui ont confirmé. Donc, le regard, dans le fond, porte naturellement vers des mouvements même inconscients, vers ce qu'on s'attend à voir. Fait qu'on s'auto-programme à vivre quelque chose, puis ça arrive. C'est fou, hein? Ça, c'est étonnant parce que ben, c'est pas étonnant. En fait, ça correspond un peu à l'argument de vente du Ouija à cette heure. Parce que Exact. plus personne pense que le Ouija, c'est pour contacter les esprits. On pense plutôt que le Ouija, c'est comme entrer en contact avec son subconscient, là. Ben, ouais, peut-être, mais On- dans tous les cas, Chevreul, l'expérience du pendule de Chevreul, ça, vous pouvez l'essayer à la maison et je l'ai Non! essayé. Je l'ai essayé 30 minutes avant de faire l'enregistrement du podcast, là, c'est pas des blagues. Et ça fonctionne. Et je l'ai fait faire à mon copain, puis ça fonctionne. Donc, en fait, vous allez prendre ça peut être une chaîne, ça peut être une corde, peu importe. Vous allez fixer un petit poids. Ça peut être une pièce de monnaie, une bague, ça peut être un pendentif, littéralement. Moi, je l'ai fait Bref, avec un pendentif n'importe quoi qui est comme un pendule. C'est pas obligé qui a, d'être un qui a- qui pendule. a un certain poids, puis Ouais. qu'il faut que la corde ou la chaîne soit souple, d'accord? Oui. Vous allez le tenir entre votre pouce et votre index, le mettre devant vous, et vous fixez le pendule en pensant très fort qu'il va aller de gauche à droite. Ouais. Puis là, vous allez pouvoir penser à gauche, à droite, vous allez pouvoir penser à avant, en arrière, vous allez même pouvoir penser à faire des ronds, je vous le garantis. Les muscles, sans vous en rendre compte, vont faire des minuscules mouvements inconscients qui vont faire que le pendule, il va bouger. Fait que là, vous allez être capable de faire du spiritisme. C'est-tu pas beau, ça? Ben, puis vous pouvez même ajouter des Et composantes. essayez-le à la maison, puis écrivez-le en commentaire, je vous jure que ça fonctionne. Vous pouvez même ajouter des exemples. Vous mettez une feuille de papier en dessous, puis vous mettez oui d'un côté, non de l'autre, Si vous voulez. et ça va faire que le pendule va aller vers un oui ou vers un non selon une question que vous vous dites mentalement. Ça n'a rien à voir avec le spiritisme. C'est purement vos mouvements qui font Et ça. voilà. Donc, on parle d'une recherche de l'effet idéomoteur qui a été qui a été prouvé par Michel Eugène Chevreul. Là, j'avais perdu son prénom, je suis Ah, excusée pour ça. Donc, c'est Mitch. un chimiste et physicien français, ce Mitch, qui n'était pas un magicien ni un spirit, puis il a découvert ça, puis il a fait, mais mon Dieu, mais c'est sûr que c'est ça. Et voilà. Et donc, mais c'est génial parce que vraiment, vous pouvez l'essayer à la maison. Vous pouvez, toutes ces techniques-là qui ont déjà été mises de l'avant par des mystiques, des médiums, vous pouvez vous en servir puis voir comment votre esprit fonctionne. Je trouve ça un peu le fun, justement, que grâce au spiritisme, ça nous a permis d'entrer, et c'est bizarre parce que c'était comme une des missions de ça à la base, ça nous a permis d'ouvrir les portes de comment l'esprit humain fonctionne, comment le subconscient traite vos questions, vos informations conscientes et les transforme en mouvement ou les transforme en actions que vous n'avez aucune impression d'être en train de faire. Vous ne savez pas que vous êtes en train de Exact. faire. Puis en laboratoire, là, si je peux comparer, dans le fond, dans une vraie séance, les participants posaient légèrement leurs doigts sur la table, ils étaient libres de bouger, souvent dans la pénombre ou dans bon, une ambiance feutrée. Donc, ça permet à l'effet idéomoteur d'être beaucoup plus dans la tricherie involontaire, dans le fond, des participants. Tandis qu'en laboratoire, ce que les scientifiques faisaient, c'était parfois les mains étaient attachées sur la table, filmées ou
surveillée. La table était fixée au sol parce que c'est aussi des fois les tables ils bougent. Ah ouais. Chaque micro-mouvement était mesuré, enregistré, là. Donc, dans ce contexte-là, où ce que ben, t'es surveillé, tout est, on voit clairement ce qu'il fait aussi, fait que la personne qui dirige la séance, elle se permet moins de faire des tricheries. Donc, ça fait que l'effet idéomoteur ne fonctionne pas aussi bien, donc fonctionne pratiquement pas. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des charlataneries, Oui. donc ça, on s'en doutait. Donc, comme quoi l'esprit humain, c'est vrai, a un pouvoir qu'on sous-estime. Ouais, ouais, ouais. Et ça nous amène du point. Je ne sais pas exactement comment ça nous amène là, mais ça nous amène quand même à la section culture. La culture. On a déjà mentionné des livres associés à la culture du spiritisme, le plus célèbre d'entre eux étant le livre des esprits de Allan Kardec en 1857. Mais il y a une petite chose dont j'aimerais parler juste avant qu'on bascule dans les œuvres de fiction liées au spiritisme. Il y en a quand même énormément. C'est que moi, une chose que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cette émission, c'est qu'il y avait un lien non négligeable entre les pratiques spirituelles, les pratiques du spiritisme et de la spiritualisme et le progressisme. Hmm. Entre autres, il y a eu plusieurs périodes. Tout ça est un peu dans la même période sociopolitique où les spirites et les médiums souvent utilisaient leur, on va appeler ça plateforme à cette heure, parce que tout est une plateforme, utilisaient leur voix pour essayer de promouvoir une espèce d'agenda. Et j'ai ici des exemples. Par exemple, aux États-Unis, où le spiritisme était extrêmement populaire, il y a même Thomas Edison qui a promu l'invention d'un nécrophone qui est Ah capable de ouais. communiquer avec les morts et c'était mis Oui, c'est vrai. comme idée d'aller faire ça. Mais d'ailleurs, fun fact, au Canada, ça a été extrêmement populaire en Amérique du Nord, en Amérique tout Oui, court. Puis en 1931, il y aurait eu 2263 personnes qui se seraient dit spirites. Donc, il y avait quand même beaucoup de... ben, encore là, lié à la guerre, à la pandémie de grippe espagnole, mais que yes. tout de même, donc mes sources viennent de l'Encyclopédie canadienne. C'est quand même incroyable qu'il y ait autant de spirites. Et il y avait, et comme je disais, ce mouvement-là était vraiment associé à la gauche, était vraiment associé à un mouvement plus progressiste, entre autres au droit à l'abolition de l'esclavage. On était en pleine guerre de sécession là, dans le 19e siècle. Et aux droits des femmes, suffragettes, etc. Ouais. Et souvent, dans les sessions spirites, spécialement de contacter des esprits, une famille, une riche famille d'Alabama, par exemple, pouvait avoir la visite d'un esprit autochtone qu'ils ne connaissaient pas. Mais la manière dont le médium en parlait, il disait, ça, c'est l'esprit qui hante votre famille parce que votre famille a contribué à l'éradication de leur peuple. Cette histoire-là a mobilisé beaucoup de gens. C'était une espèce de combo de crainte du surnaturel et de peur du châtiment divin qui, chez beaucoup de familles, a eu un impact certain. Et j'ai trouvé ça étonnant qu'on utilise que le spiritisme vienne rejoindre ce genre de mission humaniste-là et c'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui dans l'espèce de mouvement New Age que c'est devenu, où on ne veut pas simplement entrer en contact avec l'au-delà, on veut comme une espèce d'amélioration du monde. C'est pas juste une espèce de tour de magie, il y a une espèce de philosophie qui entoure ça. Tout ça pour dire, la, le spiritisme est quasiment en même temps debunk et promu, et avec le même esthétique, parce que les magiciens de scène utilisent la même esthétique que C'est les fou. médiums. Et Ouais. donc, c'est ça qui est étonnant, c'est ça qu'on disait au début de l'épisode, c'est que cette pratique-là surfe l'exacte limite entre le sceptique et le croyant. C'est Mhm. vraiment là que c'est... Et c'est possible d'être les deux et d'être spirit. À la fois ne croire et ne pas croire et être spirit. D'ailleurs,
il y a eu toutes des grandes questions philosophiques qui entourent le spiritisme, qui entouraient savoir est-ce que c'est d'origine divine, parce que les traditions, Ouais. c'était lié à la religion, mais quand la religion a commencé à baisser, on dit non, c'est autre chose, c'est devenu plus ésotérique, l'univers est multiple et vous pouvez entrer en contact avec des mondes parallèles, puis c'est devenu ça par la suite. Donc, il y a plusieurs œuvres de fiction qui témoignent de cette espèce de mouvance-là. Tu as parlé tantôt de Arthur Conan Doyle. Il a publié Land of Mist. Et c'était un de plusieurs livres qui mettaient en scène le Professor Challenger. Et c'était vraiment basé sur l'univers du spiritualisme et qui parlait de ce genre d'idéaux spirituels, pas simplement de la séance que Conan Doyle trouvait un peu surfaite, mais vraiment des Mhm. idéaux d'amélioration de l'humanité. Ce n'était pas le seul auteur de romans criminels à avoir versé dans le spiritisme, puisque Agatha Christie, il Oh! l'a fait et l'a revisité à plusieurs reprises, entre autres dans La Dernière Séance, Le Mystère de Sitterford, Peril at End House, Dumb Witness and the Pale Horse. Donc, plusieurs histoires d'Agatha Christie qui mettent en scène le spiritualisme, le spiritisme. C'est vraiment intéressant. H.G. Wells, autre auteur de fiction hautement connu, Love and Mr. Lewisham, donc un roman publié en 1900 et où un homme sceptique tombe en amour avec une femme dont le père est un médium. Ça met en scène les dilemmes moraux qui accompagnent l'éthique de la pratique spirite. Il y a une histoire qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Blythe Spirit. Je ne sais pas c'est quoi en français. Ça a été écrit par Noel Coward, qui est un homme qui essaie d'entrer en contact avec sa femme défunte. Et Hmm. la femme se manifeste et ça cause tout un paquet de problèmes. Ça a été adapté au cinéma à 4 reprises, la dernière fois cette année. Euh, je veux parler aussi d'un livre publié en 2010 qui s'appelle We Hear the Dead, euh, qui est l'histoire des Fox Sisters, dont tu as parlé en première partie. Ouais. Donc, c'est leur histoire de façon romantisée, en roman. Ça a été publié en 2010 par Diane K. Salerny. Euh, dans les films, t'as parlé de la scène de Ouija dans L'Exorciste. Bien sûr. L'exorcisme. Euh, D'ailleurs, le premier film, si vous êtes genre à aimer les monuments cinématographiques, je crois que tout le monde devrait voir le premier film, même s'il a un peu mal vieilli. Pour l'époque, c'était terrorisant. Les gens sortaient de la salle en paniquant. Le monde s'évanouissait dans les salles. Il y a eu vraiment un effet de groupe qui a été bel et bien conscient là, tout le long de la sortie du premier film. Donc, ça vaut vraiment la peine. et ça a persisté longtemps parce que ça a été, je pense encore, ces dernières années, c'est encore vu comme un des plus grands films d'horreur de tous les Oui, temps. Même absolument. si c'est un peu dur à prendre au sérieux aujourd'hui, là, je veux dire, si vous n'êtes pas dans un contexte religieux, Oui, c'est ça. ça beurre épais, là, je veux dire, c'est un peu too much. Mais il existe d'autres scènes avec des médiums dans à peu près tous les films de fantômes auxquels vous pouvez penser. Poltergeist, The Others avec Nicole Kidman, Oui. Alejandro Amenabar, qui renverse un peu la vapeur sur le spiritisme. J'ai trouvé ça très, très bien. Mais même aussi des films populaires comme Ghostbusters fait plusieurs références, quoique un peu en dérision, parce que c'est vraiment, ici on parle vraiment d'une science des fantômes, mais il y a vraiment, spécialement le personnage de Ray, qui lui est très, très, très versé dans l'art de la médiumnie. Il y a un nouveau film de la série The Conjuring qui vient de sortir au moment où on Oui. enregistre cet Je sais pas. épisode. Je l'ai pas vu.
Non, ben moi, j'ai vu aucun des Conjuring, ni les dérivés comme The Nun ou Annabelle. Mais il faut savoir que tous ces films-là sont basés sur la famille, sur les deux Warren, des vrais médiums qui existent et qui sont, oh mon Dieu, les films les présentent comme étant des espèces de super-héros du paranormal, mais dans la vie, je ne sais pas à quel point j'ose en parler sur Internet, je ne sais pas à quel point ils ont le bras long, mais ça m'a tout l'air, ils ont tous les symptômes d'une famille de total charlatans. C'est incroyable l'argent qu'ils ont été capables de se faire avec juste avec ces films-là, mais avec leurs interventions sur des lieux présumément hantés. Euh, et ça, ben, ça m'amène à la malencontreuse, réalité que, euh, ben, il y a beaucoup, beaucoup de ceux qui et celles qui se présentent, qui se proposent comme étant des médiums, des communicateurs avec l'au-delà. Il y en a beaucoup, beaucoup qui. Je pense qu'il y en a quand même un certain nombre qui croient dur comme fer, mais je pense qu'il y en a une grande, grande quantité euh, qui sont purement des charlatans et certains même qui sont engagés, qui sont réputés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jojo Savard à la télévision des années 90-2000. Oui. C'était quelque Mais chose, ça ça. a été prouvé en laboratoire, ils pouvaient pas tricher parce qu'ils faisaient super clair, puis il y avait des gens qui checkaient. Donc, il y a beaucoup de spirites de l'époque qui ont été débunkés comme étant des tricheurs, Ben, en fait. en tout cas, selon la femme dont je parlais en première partie, Rose McEnberg, elle en a étudié plus d'un millier et elle a dit qu'ils sont tous des fraudeurs. Alors, si vous en connaissez un legit, si vous en connaissez des officiels, sachez que vous faites partie de la minorité. Ça nous amène aux recommandations. Les recommandations. J'ai une recommandation historique, moi. Ouh, cool. Oui, donc en fait, Sir Oliver Lodge, un physicien britannique qui a perdu son fils en 1915, a cherché à entrer en contact avec son esprit, avec des médiums, puis a publié en 1916 Raymond of Life and Death. Donc, c'est un récit qui parle de la communication avec son fils, qui est devenu un best-seller à l'époque. Puis c'est un ouvrage qui est encore disponible à ce jour. Il faut se remettre en contexte de l'époque, bien sûr, puis se dire que c'est plus probablement des fabulations de ce monsieur par rapport à son deuil, par rapport à son fils, mais tout de même, vraiment un très, très bon ouvrage. Mais c'est la réalité de cet homme-là qui a dû passer Oui, à travers ces choses. Moi, j'ai absolument aucun problème avec l'expérience personnelle que le monde a. J'ai un problème absolument. avec le fait que le monde demande de l'argent pour, mais Oui, j'ai pas de problème quand ce que vous vivez, c'est vrai parce que vous le vivez. absolument. Hmm. Euh, Moi, j'ai une recommandation totalement. On parlait d'expérience personnelle. Moi, j'ai vraiment adoré cette série-là, la première saison du moins, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle met en scène à l'avant-plan mon crush de célébrité de tous les temps, qui est Eva Green dans la série Penny Dreadful. Ah ben Euh, oui, mais c'est bon ça. la série Penny Dreadful, du moins la première saison, parle essentiellement de tous les phénomènes d'horreur qui hantaient l'Angleterre victorienne de cette époque. Et il y a quelques épisodes, dont le deuxième épisode qui met, ou troisième, en tout cas, un des premiers épisodes qui met en scène une séance, ce qu'il y a de plus perturbante. Et selon moi, c'est une des meilleures représentations de comment quelqu'un qui assistait à une séance pouvait être complètement jeté à terre par l'expérience. Voilà, donc je vous recommande la série Penny Dreadful, première saison, si vous voulez assister à des séances hautement perturbantes. Wow, ben merci Simon.
Merci, Sab. Moi, là, pouvoir faire des expériences à la maison, moi, c'est quelque chose que je veux qu'on aille plus à l'émission. Hey, quand j'ai trouvé l'information, j'ai fait non, attends, c'est pas vrai, je vais l'essayer. Je veux pas dire ça en ondes sans être certaine. Fait que vous l'essayerez à la maison pour de vrai. Et bien sûr, si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez notre podcast, on vous invite à réagir, lâcher des petits pouces bleus, des petits cœurs, écrivez-nous, donnez-nous des commentaires, dites-nous d'où vous venez, peut-être, d'où vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir pour nous de vous lire en ondes, et aussi d'être conscient de qui nous suit. Parce que Oui. j'ai tout le temps des surprises de gens qui font ben oui, j'écoute les monstres dans le placard. Des fois, je me fais reconnaître sur la rue, puis je suis comme ben voyons donc. Ça Ben n'a oui, aucun sens. Ça que... j'ai eu cette expérience moi-même cet été à quelques reprises. Je dis, ah oui, c'est toi qui es dans les monstres dans le placard. Je fais, oh mon Dieu, d'accord. Ben, ça nous fait toujours plaisir, puis c'est toujours chaleureux pour nous de vous offrir gratuitement ce podcast et aussi de mettre autant d'amour. Et notre 100e épisode approche. Alors, Notre pour les gens centième qui. épisode, c'est le prochain. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. Alors, la prochaine pleine lune, pas la prochaine invitée, mais la prochaine pleine lune, c'est notre 100e épisode des monstres dans le placard. Et là, on va prendre les histoires que vous nous avez envoyées. Il vous reste une dernière petite chance. Si vous êtes capable de nous envoyer ça avant le début octobre, on va pouvoir les mettre dans le podcast. On va parler de vos histoires. On va parler de c'est quoi que vous nous envoyez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que les gens au 21e siècle, en 2025, de, qu'est-ce que c'est les manifestations de peur que vous avez eues? Comme je répète ce que j'ai dit tantôt, moi, là, si ça fait partie de votre expérience personnelle, je ne veux pas tourner personne en ridicule. Vous avez vécu ce que vous avez vécu et Ben, je suis très intéressé à connaître ça. Et et on est tous des grands fans. En fait, nous deux, on est des grands fans d'histoires de fantômes et d'histoires paranormales. Même si on les débunk en ondes, notre but, c'est pas de débunker vos histoires, c'est de les lire puis de réagir puis d'avoir du fun à vous lire. Donc, vous pouvez nous envoyer ça à placard à monstre en un mot. Placard à monstre en un mot à gmail.com. C'est votre dernière chance parce qu'on va prendre le best-of et on va le lancer en ondes lors de notre émission de la pleine lune du mois d'octobre. C'est notre 100e. Et donc, on vous invite à communiquer avec nous, que ce soit pour nous envoyer une histoire ou simplement pour nous dire bonjour. Et on va se dire à la prochaine pleine lune.